Les enfants de la République, Frédéric Aziza. Frédéric Aziza. Radio J. Bonjour et bienvenue dans Les Enfants de la République, dont vous êtes l'invité Michel Boujna. Bonjour. Bonjour. Alors tout le monde connaît l'artiste, l'humoriste, l'acteur, le comédien, le réalisateur que vous êtes, mais aussi celui qui a fait souffler un vent nouveau sur l'humour juif en faisant revivre votre Tunisie natale. Vous avez commencé sur les planches en 1980, c'est bien ça, Michel Boujna? À peu près. Peut-être un peu avant. En tout cas, seul. Seul, voilà. Mais Avec avant, un sinon, 10 ans avant. Voilà, avec un premier justement one-man show, Albert, avant que votre spectacle Les Magnifiques, en 1984, ne soit le véritable coup d'envoi de votre carrière, d'une carrière éblouissante au théâtre avec une vingtaine de spectacles, mais aussi au cinéma avec 26 films. Vous recevez d'ailleurs le César du meilleur acteur dans le second rôle pour Trois hommes et un couffin, c'était en 1986. Et puis en 2007, vous devenez le directeur du festival de Ramatuelle. Mais pour commencer, Michel Boujna, la situation, le contexte. Est-ce que la séquence que nous vivons depuis le 7 octobre, avec les massacres de près de 1500 civils israéliens par le Hamas, laisse encore une place à l'humour, Michel Boujna? Non. 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 C'est difficile. En tout cas, pour l'instant, c'est difficile. Je ne sais plus qui a dit il faut souffrir de la vie avant d'en rire. Pour l'instant, on est dans la souffrance. Dans la souffrance. Et j'ai peur qu'on soit dans la souffrance encore un certain temps. Le seul moment où j'ai ri, c'est quand Enrico Macias a dit à la télévision il faut les dégommer. Et il parlait de LFI. Ouais, il disait, et on lui a dit mais dégommer voulait dire physiquement aussi. Non, il a dit oui, physiquement. Ouais. Mais on lui a dit mais pas physiquement. Si, j'assume, physiquement. Et il faut préciser, parce qu'ils l'ont attaqué, je crois, en justice, ouais. Il faut préciser que dégommer, dans le langage de M. Macias, que j'adore, c'est juste enlever la gomme. Hein. Ça n'a rien à voir, c'est pas très violent du tout. Non, pas du tout, c'est gentil, c'est des caresses. Exactement, c'était pour rigoler. Mais ça, c'est un moment où on a beaucoup ri, tous. Mais sinon, c'est aujourd'hui quasi impossible. Je pense que s'il y en a qui sont capables d'avoir de l'humour sur ce qui se passe et sur ce qui s'est passé, c'est des soldats. C'est des gens qui ont vécu ce qui s'est passé et que l'humour leur permettrait de tourner en dérision leur propre souffrance. C'est quelque part la résilience. Exactement. Si c'est le cas, vous savez, il y a un professeur de psychologie, de pensée juive à l'université, non, de psychologie, pardon, à l'université de Tel Aviv, qui a dit qui a fait une enquête formidable sur le stress. Il allait voir les enfants dans les abris pendant des bombardements. Et un jour, il a découvert un abri où il y avait des enfants et ils rigolaient tous. Et il y en avait un qui les faisait rire. Et il a décidé de faire un travail sur le rire. À cause de ça. Il a découvert que l'enfant qui faisait rire tous les autres, il disait « Attention, celle-là, elle est pour nous. Ah non, peut-être c'est la prochaine. Ah, attention, ça va venir. » Et il faisait rire tout le monde et il déstressait tout le monde sur la situation. Donc, je pense que peut-être, dans un moment d'immense tristesse, de douleur, et de douleur, certains peuvent avoir de l'humour, mais c'est toujours un humour très fort, très profond, Et moi, je suis pas en Israël. Je ne vis ça que presque pour procuration, je dirais. Et je suis encore sidéré. Et alors, une semaine après, justement, vous êtes sidéré. Qu'est-ce que vous éprouvez? Vous avez pleuré? Parce que beaucoup ont pleuré depuis. Oui, il y a des images qui m'ont fait pleurer. La situation m'a fait pleurer. Parce que moi, je suis né en Tunisie. J'ai beaucoup d'amis musulmans. Et j'ai pleuré en pensant à eux. J'ai pleuré parce que je sais que l'islam, c'est pas ça. Eux aussi, ils savent que l'islam, c'est pas ça. Parce que si quelqu'un me dit que l'islam demande de décapiter des enfants, alors ils ne connaissent rien à l'islam. Donc, c'est
C'est terrible. Je suis encore, moi, dans cette phase-là. Et en même temps, notre peuple, ou la dignité de notre peuple, même si aujourd'hui nous ne sommes plus des gens qui subissons seulement, mais qu'on est aussi un peuple qui se bat et qui sait se battre, même si on a décidé de ne plus baisser la tête, de plus aller en rang à la mort. Même ça, il faut qu'on garde notre dignité. On ne doit pas leur ressembler. Ça veut dire Ça veut dire quoi, on ne doit pas leur ressembler? Ça veut dire il faut pas répondre au Hamas comme le Hamas a attaqué. Jamais. Il faut aller, hélas, il faut éradiquer le Hamas, heureusement. Hélas, parce que, évidemment, qu'il va y avoir des morts. Évidemment, il va y avoir des dommages collatéraux, on le sait, et il y en a déjà. Mais quand les Américains, ils ont bombardé Berlin, ou Dresde, personne n'a rien dit. Tout le monde a trouvé ça légitime. On luttait contre les nazis. Donc, je dirais même que même Hiroshima, il n'y a pas eu de levée dans le monde entier pour dire que, alors que c'est une violence, il n'y a pas plus terrible que ça. Donc, et là, je sais qu'on va critiquer Israël. Je sais que, et ça a commencé déjà. Vous savez que le vent va tourner, c'est ça que vous voulez dire? Je pense que c'est ça. Je pense que les terrifiantes images et les actes terrifiants du Hamas, hélas, je pense qu'ils vont être oubliés parce qu'il y a des gens qui mettent en concurrence la souffrance des Gazaouis. Parce qu'on oublie une chose. La souffrance des Gazaouis, c'est le Hamas. C'est beaucoup plus le Hamas qu'Israël. Parce que moi, je connais bien les Israéliens. Ils veulent la paix. Ils veulent la paix. Et d'ailleurs, on le dit pour nos auditeurs, on le dit, tous ceux qui ont été massacrés dans ces kibboutz à la frontière de Gaza, c'était des gens du camp de la paix. Absolument. Et je me souviens, j'ai une image en tête. Il y a un an, j'étais dans l'un de ces kibboutz, l'un des kibboutz à la frontière, et je vois ce vieux monsieur qui avait créé le kibboutz, qui montre Gaza avec son bras, et qui dit « On veut la paix avec nos voisins ». Oui. Voilà. Mais bien sûr qu'on veut la paix. Bien sûr qu'ils veulent la paix. Si on n'arrive pas à faire la différence entre les Gazaouis et le Hamas, on fait une énorme erreur. Et si les Gazaouis eux-mêmes n'arrivent pas à faire la différence entre eux et le Hamas, c'est terrible. Parce qu'il y a une chose aussi. Si les Gazaouis sont d'accord avec le Hamas, s'ils sont d'accord, alors il n'y a pas de dommages collatéraux. Vous comprenez? Il n'y a pas, ça n'existe pas. S'ils marchent dans cette histoire horrible, alors c'est terrible. Histoire horrible, vous disiez tout à l'heure. Je suis d'une drôlerie absolument formidable. Formidable, monumentale. Et ne m'en veuillez pas, c'est comme ça. Ces 1500 martyrs, ils ont vécu un pogrom. Mais bien sûr. Bien sûr. C'est un pogrom comme il y a eu dans les pays de l'Est il y a très longtemps. On parlait de 1920 il n'y a pas longtemps. Il y a eu des pogroms aussi au Maghreb. Oui, y compris en Tunisie. On en parle rarement, mais bon, ils sont beaucoup moins fréquents. À Gabès, il y a eu un pogrom. À Mogador, au Maroc. Oui, c'est un pogrom. Bien sûr que c'est un pogrom. Bien sûr. Et alors, vous qui avez toujours insisté sur l'entente entre les peuples, entre les communautés, qui avez toujours cru en la paix, comment vous expliquez ce qui s'est passé? On a affaire à des sauvages et qui ont dévoilé leur vrai visage. Là, il n'y a plus de doute sur la question. C'est pas des musulmans. Je veux dire, Daesh, c'est pas des musulmans. Hamas, c'est pas des musulmans. Ça vous fait hurler quand on dit, c'est Galland qui a dit ça, ce sont des animaux, ça vous fait hurler quand on dit ça, ou c'est juste? Non, c'est juste, c'est des hommes qui sont devenus des animaux, qui sont endoctrinés, qui sont... Parce que parmi ces soldats, parce qu'en plus, il paraît qu'il y avait des soldats iraniens, enfin des... On ne sait pas. On ne sait pas. Ouais, parce qu'on nous dit, d'ailleurs, il y a un problème de rhétorique, de vocabulaire. On nous dit des combattants, c'est pas des combattants.
C'est pas des soldats. C'est des assassins. C'est des terroristes, des assassins, des barbares. Oui, absolument. Et ils sont pas... Ils représentent... Pour moi, ils représentent même pas le peuple de Gaza. Parce que une fois de plus, au-delà de ce qui vient de se passer, au-delà de ce qui va se passer, on sait bien tous que la seule solution, c'est la paix. Avec qui la faire. Et d'ailleurs, et puis on sait aussi que la démocratie israélienne, elle joue son rôle, et qu'après, on se posera des questions sur ce qui s'est passé. Mais évidemment, non, de toutes les façons, il n'est pas le temps de poser ce genre de questions. Il est temps d'abord de trouver et de pratiquer la solution pour que ce genre de choses ne recommence plus jamais. Et éradiquer le Hamas, c'est ça que vous voulez dire? Exactement, que ça soit terminé. Voilà. Mais vous savez, un des problèmes qu'on a... Enfin, moi, je suis un artiste, je ne suis pas un homme politique. Même si tout m'intéresse et que je réfléchis, c'est pas parce que je suis un artiste que je suis complètement con. Bon, jusqu'à preuve du contraire. Peut-être que... C'est justement parce que vous n'êtes pas complètement con que vous êtes un artiste. Ça, c'est pas sûr. Non, je veux dire par là que le problème aujourd'hui, un des problèmes qu'il y a aujourd'hui pour moi, c'est que je suis très sollicité par les médias pour parler, parce que les gens savent que j'aime parler. C'est pour ça qu'on vous remercie d'être sur Radio J ce dimanche. Mais je vais très peu. Je me suis exprimé sur RCJ, je m'exprime avec vous. Je ne veux pas aller sur BFM et sur les autres. Pourquoi? Parce que c'est comme si vous faisiez l'interview d'un sanglier pour lui demander s'il est pour ou contre la chasse. Il faut arrêter avec ces histoires. C'est pas à nous de parler. Moi, j'ai envie d'entendre les gens qui sont pas juifs. Eh ben justement, j'allais vous poser cette question. Oui, non, mais je suis juif. Il y a eu cette manifestation. Au Trocadéro, c'était mardi. Beaucoup de juifs. Beaucoup de juifs. Et puis pas beaucoup d'artistes. Vos amis n'étaient pas là. Beaucoup, pas Vos amis n'étaient pas là. Je suis très triste. Pourquoi? Il y en a qui ne pouvaient pas. Il y en a qui sont en deuil. Je sais que Toledano Nakash, ils sont en deuil. Ils ne pouvaient pas venir. Non, ils sont en deuil, véritablement. Je sais qu'il y en a d'autres, je ne sais pas. Je ne comprends pas. Gad Elmaleh, on l'a pas vu. Je suis en colère. Harry Habitant, on l'a pas vu. Enfin, tous ces gens-là. Oui, absolument. Kev Adams non plus. Je suis un peu en colère. Ils doivent avoir peur. De quoi? Qu'on les étiquette? De perdre leur public? Mais attendez, au-delà de ça, où ils sont les mecs et les femmes qui disaient qui se sont coupés une mèche de cheveux pour défendre les femmes iraniennes? Où sont les types qui portaient des drapeaux ukrainiens? Moi, je joue au théâtre à ce moment-là, à Lavar, au moment de l'Ukraine, j'avais un drapeau. Et puis, il se passe un drame en Arménie en ce moment. Il y a très peu de gens qui en parlent. Nous en parlons. Mais il y a très peu de gens qui en parlent. Certains se disent, pourquoi on ne ferait pas quelque chose de commun avec les Arméniens aujourd'hui? On peut faire quelque chose de commun avec les Arméniens. Avec les chrétiens d'Orient. Surtout, moi, ce que j'aimerais, c'est voir toutes les femmes et tous les hommes qui ont dénoncé l'Iran et qui ont dénoncé la guerre en Ukraine monter au créneau, comme si... parce que ça voudrait dire qu'il y a une différence entre la mort des femmes iraniennes et la mort des Ukrainiens tués par les Russes et les enfants décapités par le Hamas. Il y a une différence. Ça veut dire, quelque part, certains ont dit, ça veut dire qu'un bon juif est un juif mort. En tout cas, c'est ce que pensent les antisémites. Mais je ne pense pas que les gens qui ne réagissent pas et qui ont réagi sur l'Iran pensent ça. Je pense simplement que j'ai même entendu des gens qui ont dit finalement, ils ne l'ont pas volé. J'ai entendu mais pourquoi tu t'étonnes de ça? Pourquoi tu te révoltes de ça? Mais là, on est au-delà. On n'est pas... C'est pas deux armées qui s'affrontent. C'est même pas la guerre de Kippour. La guerre de Kippour, c'était des armées qui s'affrontaient. Et qui a débouché après sur la paix. Oui, absolument. Là, il n'y a pas de... là, on est en face d'une bande de sauvages qui... Et moi, ce qui m'inquiète le plus, c'est qu'ils savent très bien ce qu'ils ont fait, parce que c'était très organisé. J'ai même entendu une journaliste qui a dit une chose absurde à la télévision. Elle a dit, mais peut-être que c'était le fait juste de ces gens-là, mais que les chefs du Hamas, ils n'ont pas demandé de faire ça. Mais bien sûr,
On bien envoie sûr. des milliers de personnes. Mais ta sœur. Ouais. Et ça, c'est une chose. Et d'autre part, ce qui m'inquiète, c'est qu'ils savaient très bien qu'en faisant ça, ils allaient provoquer commence à se passer. la guerre que Israël allait faire la guerre. Donc, ils sont préparés. Ils sont préparés à ce qui va se passer et à ce qui est en train de se passer. Et ils vont se martyriser. Ils vont se victimiser. Et ils ont la culture de la mort. Absolument. Donc c'est ça qui m'inquiète. C'est que combien de coups d'avance ils ont? Combien sur cette partie d'échec horrible ils ont de coups d'avance? Parce que vraisemblablement, il faut pas se leurrer, c'est pas des abrutis, hein, vu ce qu'ils ont fait. Donc, qu'est-ce qu'ils ont préparé après? Quelle est leur stratégie? Parce que c'est pas juste dans un mec tout seul qui va et qui tue. Non, c'était organisé par terre, par mer, partout. Des crimes industriels, comme l'ont fait les nazis. Oui, exactement. C'est le Rwanda, c'est les nazis. Donc, qu'est-ce qu'ils ont dans la tête derrière? Comment est-ce qu'ils vont amener les Israéliens à rentrer dans la sauvagerie absolue? Ce que j'espère pas. Ce qu'on a du mal à croire. Non, moi je pense pas. Peut-être qu'il va y avoir des mecs qui vont craquer. Peut-être qu'un mec qui a son frère ou sa sœur qui a été tué ou assassiné, pas tué, assassiné, il va peut-être, s'il se retrouve devant un mec, il va peut-être le massacrer. Mais je pense que l'armée israélienne est une grande armée et qu'elle est composée de soldats qui ont un cerveau et une dignité. Alors, parce qu'il ne faut pas qu'on devienne comme eux. C'est très important. Dignité, cerveau. Oui. Vous savez à quoi ça me fait penser? À ce qui se passe en France. Quand vous en voyez qu'un parti, la France Insoumise, refuse de qualifier le Hamas d'organisation terroriste. Vous voulez que je vous dise, j'ai jamais supporté rien que le mot NUPES. Mais là, c'est France On dirait Insoumise. une maladie vénérienne. Excusez-moi. On n'est pas loin de l'herpès. Ouais. Donc, eux-mêmes, ils se sont détruits. Donc, c'est terrible, quoi. Ouais. C'est terrible. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est terrible. Ouais. Et encore, maintenant, il y a des scissions à l'intérieur de la France insoumise. Hein. Il faut pas... Il y a Ruffin d'un côté, Corbière d'un côté, absolument. Mélenchon et Panot de l'autre. Panot qui dit, et elle veut pas dire. Ce que j'espère, c'est que Mélenchon va finir tout seul avec la dame là. Avec ses punaises. Ouais, donc j'espère parce que. La dame Panot. Hein. Voilà, c'est ça. Je l'ai vu. En plus, elle est d'une agressivité. Ils lui ont posé une question. Elle a dit, mais vous me parlez pas comme ça, quoi. C'est à moi qu'elle a dit ça, vous savez. C'est vrai? Oui. Ah bon. Donc, je pense simplement que on a affaire à des manipulateurs politiques qui se rendent absolument pas compte de ce qu'est la terreur, qui ne se rendent absolument pas compte de ce que c'est la réalité du Hamas, qui sont dans des calculs. Des calculs politiques. Mais électoralistes, ce que disait Gérald Darmanin mercredi sur Radio J. Des calculs électoralistes. Oui, mais évidemment. Et d'ailleurs, quelque part... Et je vais vous dire ce qui est pire de ça. Ouais. C'est que c'est eux qui font monter le Front National. C'est eux qui font monter les fascistes. Parce que les autres, de l'autre côté, qui ont fait des discours dont tout le monde m'a dit « T'as pas entendu Marine Le Pen, comme elle a bien parlé des Juifs. Ils savent pas que c'est des fascistes. Ils ont oublié que c'était des fascistes. D'ailleurs, ça vous fait mal quand vous entendez ça? Mais bien sûr. Hein? Mais bien sûr. Vous venez de la gauche. Mais quand vous entendez ça, les Juifs qui disent « Vive Marine Le Pen ». Mais non, moi je pense à mon père. Ouais. Je me pense à mon père qui me disait « Mais jamais les fascistes en France, ils auront plus de 10%. Ouais. Jamais. » Il me dit « Détends-toi. » Et on avait des discussions là-dessus. C'est une catastrophe. Je veux dire, les gens de la NUPES, là, ils se rendent pas compte qu'ils font grimper le Front National. Mais il ne faut pas mélanger tous les gens, parce qu'il y a une scission au sein de la NUPES. Oui, bon, LFI, la France Insoumise. Voilà, voilà. Non, mais excusez-moi, du peu, qu'est-ce que j'en ai à foutre? Je dirais, ils ont marié. Ouais. Pour moi, ils sont alliés avec la France Insoumise. Qu'ils les quittent. La PS quitte. Comment il s'appelle Olivier Faure. Olivier Faure et l'autre, là, celui que j'ai vu à la télé ce matin, qui était pas rasé. Le mari de l'écrivaine. Gage, non. Ah, Jérôme Gage. Oui. Jérôme Gage, le mari d'Émilie Frêche. Voilà. Qu'il les quitte. Ouais. Il était bouleversé à la télévision. Mais apparemment, il est encore là-dedans. Alors, il faut qu'il se barre. Mais bien sûr. Hein?
mais qu'ils s'en aillent. Ouais. Et qu'ils aient le courage, eux, de leur dire « Non, là, vous avez franchi une ligne qui était infranchissable. Faut pas déconner. » Cerise sur le gâteau. Et après, on parlera d'autre chose. Hein. Oui, Jean-Luc quand Mélenchon, demain Jean-Luc Mélenchon, il a accusé le CRIF d'obliger tout le monde à s'aligner sur la position du gouvernement d'extrême droite israélien et empêcher la solidarité des Français avec la volonté de paix. Il a aussi affirmé qu'Elisabeth Borne, fille de déportés, défendait la position d'un État étranger, à savoir Israël, s'agissant de Gaza. Et puis en août, vous vous souvenez, LFI avait invité le rappeur Medine au pédigré antisémite avéré et documenté à ses journées d'été. Qu'est-ce que ça se dit de ce parti et de la gauche? D'abord, ils font une énorme erreur. On n'appelle pas à défendre le gouvernement israélien d'extrême droite. Il n'y a plus de gouvernement. Il n'y a plus. C'est un gouvernement d'union nationale. Et Gantz, qui est rentré, croyez-moi qu'il ne va pas se laisser faire par les gens d'extrême droite. Donc, il faut oublier ça. Parce que la politique israélienne, elle est particulière. Là, il n'y a plus de parti en Israël. Il y a des Israéliens. Là, on défend la patrie, on défend son peuple. Voilà. Après, on fera les comptes. Ouais. Après, il y aura des règlements, vraisemblablement. Et vous verrez que l'Israël est une grande démocratie. Ça, c'est une chose. Maintenant, une fois de plus, il n'y a pas... Quand dans la politique, la dignité disparaît au profit de la politique. Chirac disait la petite politique. Ouais, exactement. Vous savez, on oublie souvent, mais ça, je l'ai souvent il disait dit. la politique avec un petit p, pardon. La politique avec un petit ouais, p. c'est ça. Quand c'est les hommes politiques oublient que c'est nos employés et qui sont les employés de la République et qui pensent qu'à leur fauteuil ou leur salaire, ils sont perdus. Et quand une nation perd la dignité de la beauté de la politique, parce que dans l'absolu, c'est passionnant, une démocratie. Le problème de la démocratie, c'est que le principal ennemi de la démocratie, c'est la démocratie elle-même. Donc, on est obligé de jouer avec ça. Bon, qu'est-ce que je vous dis? C'est des abrutis. Il faut se battre contre eux. Des abrutis ou des dangereux? Des abrutis dangereux. Ils sont dangereux. J'ai essayé de trouver un peu de légèreté, mais... bon, je vais appeler Enrico Macias. Et alors, encore une question. Je suis désolé, encore une question. De toute façon, je me doutais bien que il y aura se rencontrer aujourd'hui... Ce qu'on redoute aussi, c'est désormais une vague d'antisémitisme en France. C'est aussi une crainte que vous avez? Ça a commencé déjà, bien sûr. Oui, bien sûr. Moi, je suis en tournée avec les Adieux des Magnifiques. Je peux vous dire que... moi, je ne sais pas, bizarrement... bon, j'ai des insultes de ci, de là, mais globalement, je sais pas pourquoi. D'abord, je pense que le public, y compris le public qui vient du Maghreb et qui me connaît et qui m'aime, il m'aime bien. D'abord parce que j'ai toujours pris, par exemple, la défense de la Tunisie. Bon, là, toujours aujourd'hui? Oui, de la Tunisie, pas du président tunisien, voilà, c'est ça. mais de la Tunisie. Mais bien sûr, c'est ma terre natale, vous rigolez? Moi, j'aime ce pays. Avec ses défauts, avec ses qualités, avec le cauchemar que ce pays vit en ce moment. Vous avez la Tunisie en vous. Mais elle est, bien sûr. Je suis tunisien. Je suis franco-tunisien ou tuniso-franco, je ne sais pas comment on dit. Mais en tout cas, je suis les deux. Bien sûr. Alors justement, d'ailleurs, vous êtes le même Michel Boujna qu'avant les massacres. En une semaine, vous avez changé. Et là, je vais vous dire, ça fait très longtemps que j'arrête pas de dire, à qui veut l'entendre comme ça, quand on dîne avec des copains, tout ça, j'arrête pas de dire, je suis inquiet. Je suis inquiet. Ouais, mais non, tu vois, regarde, le Maroc, le machin. Je dis non, moi, je suis inquiet. Il va se passer quelque chose. À chaque fois qu'il y a eu une avance, il s'est passé quelque chose. Rappelez-vous l'attentat d'Afula, rappelez-vous de ces choses-là. Et ce qu'on a dit aussi, c'est que ce qui s'est passé à Gaza, c'est parce que on était à la veille d'un accord entre Israël et l'Arabie Saoudite. Oui, c'est en tout cas, l'Iran et que le Hamas ne voulait pas. C'est très possible. Alors maintenant, ce que j'espère, c'est que les dissensions très fortes entre les sunnites et les chiites continuent à jouer leur rôle et que le Hamas n'aura pas réussi à créer l'unité. Un axe sunnite-chiite. Un axe pan-arabique. Et c'est ça leur stratégie. Ça veut dire que l'armée israélienne qui rentre à Gaza et qui fait ça, c'est ça leur stratégie. Leur stratégie, c'est regarder. Et vous nous laissez tomber. Donc,
j'espère que les musulmans, parce qu'il s'agit des musulmans, en tout cas des arabo-musulmans, parce que moi, j'aime pas quand on dit arabe, parce que moi, je suis arabe. Vous êtes un juif arabe? Oui, et comme il y a des arabes chrétiens, je vous rappelle qu'il y en a 8 millions en Égypte. J'espère que les musulmans vont faire la différence entre le Hamas, le djihad islamique et l'islam. Alors, retour, vous savez sur quoi, Michel Boujna? Comment? On va faire un retour, vous savez sur quoi? Non. Sur vous, sur votre parcours. Ah bon? 84, les magnifiques. Ouais, bah dis donc. Vous imaginiez alors un dialogue entre son père et son fils sur la question de l'identité? Oui, absolument. Nous étions alors au début de SOS Racisme. Oui, absolument. Pas loin. 40 ans après, ce débat autour de l'intégration et de l'assimilation est récurrent. Où en sommes-nous? En quoi les choses ont changé? Sans vouloir être sérieux. Ouais. Les choses ont changé parce que, par exemple, dans le spectacle tel qu'il est aujourd'hui, c'est-à-dire dans le dernier volet du triptyque sur les magnifiques, et c'est pour ça que je l'ai fait, c'est plus la question même de l'identité. C'est juste même la question du langage et du mode de vie. C'est-à-dire quand un enfant, quand un petit-fils dit à Guigui, comment vous faisiez, vous, quand vous aviez 20 ans? Parce que nous, entre le préservatif pour le sida, le masque pour le corona, il nous reste un orifice pour respirer. Et quand je m'assois, je m'étouffe. Il y a un tel fossé entre le petit-fils et son grand-père. D'ailleurs, le petit-fils d'aujourd'hui, le grand-père d'aujourd'hui, c'est le fils d'hier, c'est vous? Quelque part. Ah ben c'est tout moi, de toute façon. Ouais. Mais moi, j'ai un fils qui a 25 ans, une fille qui a 23 ans. Ouais. Et parfois, j'ai bien du mal à trouver le langage exprimé. Alors, mon fils, ça va. Plus il vieillit, mieux c'est. Parce que le langage... Mais il y a encore des expressions, des mots, je ne comprends pas. Mais au-delà des mots et au-delà du langage, il y a les préoccupations. Comment voulez-vous que... Toujours Guigui, d'ailleurs, le pauvre. Il s'en sorte parce qu'il a une fille qui s'est mariée 5 fois. Elle a fait 4 enfants avec chaque... Bon, alors, c'est un spectacle. Il en manque un, là. Et elle a tellement... Elle habite avec ses anciens maris, le dernier en date, tous les enfants qu'elle a eus, parce qu'elle ne veut pas que les enfants souffrent, et les enfants des compagnons qui se sont remariés. Ça fait une colonie de vacances. Ouais. C'est-à-dire que Guigui, il dit, quand je vais chez elle, j'ai acheté un logiciel de reconnaissance faciale, parce qu'il y a 8 David, 15 Maxo. Il dit, il y en avait même un par terre, il avait 8 ans et demi. Il jouait avec son téléphone. J'ai dit à ma fille, c'est qui? Elle m'a fait, on ne sait pas. Il est là depuis 2 ans, on l'aime beaucoup. Donc, comment voulez-vous... C'est cette fracture-là que je raconte. Guigui ne peut pas comprendre, ou Julot ne peut pas comprendre qu'un de ses petits-fils, il ne veut plus sortir de la maison. Parce qu'il a peur du virus, il a peur de la pollution, il a peur des manifestations, il a peur de tout. Ouais. Il a peur de tout. Et il ne peut pas comprendre quand son petit-fils lui dit, Pépé, ils ont trouvé ce que j'avais comme maladie. Je suis malheureux. Et je ne veux pas que ça change. Vous avez été malheureux? Sinon, je ne ferais pas rire. Alors, est-ce que votre fils, il vous dit, papa, j'en ai marre de la différence, j'en ai marre de cet accent. À chaque fois que j'essaye de dire je t'aime à une femme, elle rigole? Non, mon fils, il ne dit pas ça. Vous disiez ça? Moi, je disais ça. Moi, je me suis mis dans cette peau-là. Moi, j'ai voulu m'appeler Anatole. Quand j'ai fait mon deuxième spectacle tout seul, ça s'appelait Anatole. Et j'ai voulu... Juste avant Les Magnifiques. Ouais, et j'ai voulu... C'est pour ça que j'ai écrit Les Magnifiques. Ouais. Je dois Les Magnifiques à Anatole. C'est parce que j'ai vécu Anatole que j'ai écrit Les Magnifiques. Et vous devez, vous me direz si c'est le cas ou pas, peut-être Les Magnifiques au directeur du Conservatoire de Strasbourg. Entre autres. Racontez-nous l'histoire. Oh bah, ils n'ont pas voulu de moi. Ouais. À cause de votre accent? Bien sûr. Et vous l'avez rencontré? Ils m'ont dit, quelques années plus tard, oui, j'ai craché la figure. Je regrette. C'est un mensonge un jour. Vous vouliez pas le dégommer à l'époque? Ouais, j'aimerais. Non. Non, arrêtons avec le dégommage. Vous êtes rancunier? Oui. Très rancunier. C'est un énorme défaut. Mais pour les choses graves. Une qualité. C'est pour les choses graves. Vous avez souffert de vos différences? De vos différences? Bien sûr. Et ça vous a permis d'avancer aussi. De toutes les façons, on ne construit que sur ses blessures. C'est pas moi qui l'ai écrit. C'est comme ça, hélas.
bien sûr que j'ai souffert de ça, bien sûr. J'ai souffert de mon défaut de langue. Moi, ça parlait comme ça. Hein. Ouais, mais vous étiez un peu... C'est fini maintenant. Jusqu'à 12-13 ans, ça parlait comme ça. Allez-y, racontez-nous. Parlez-nous comme ça. Ah, comme ça, je peux parler comme ça pendant des heures. Ouais. Parce que c'est la place de la langue. Ouais. La langue, elle se met exactement là où c'était. Ouais. Et c'est la mémoire de la langue. Oui, exactement. Ouais. Un jour, c'est parti. Et pourquoi? Je sais pas. Un déclic. Je sais pas. Ma mère qui rêvait que je devienne acteur, ma mère, elle m'a emmené au cours Simon. Et alors, au cours Simon, je faisais l'exercice de diction. J'étais tout jeune, hein. Je devais avoir 13-14 ans. Elle m'a dit, ça va t'aider avec ton défaut de langue. Et peut-être que c'est comme ça qu'il est parti. Je sais pas. Et j'en suis très heureux. Heureux. Croyez-moi, j'en souffrais. Ouais. Vous avez quitté la Tunisie à 11 ans. En arrivant en France, est-ce que c'est vrai que vous embellissiez la situation de vos copains, devant vos copains? Bien sûr. Qu'est-ce que vous leur disiez? Mais que j'habitais un palais. Que là-bas, les poissons, ils suppliaient pour qu'on les pêche. Ils sortaient de l'eau en disant, c'est moi. Ils se battaient, ils montaient sur la véranda direct. Donc vous commenciez à faire des spectacles, hein, à être un humoriste, un artiste. J'en avais pas conscience. J'avais pas conscience parce que moi je voulais être médecin comme mon père, donc je considérais que tout ça c'était pour m'amuser et les choses sérieuses c'était de devenir médecin parce que sauver des vies c'est peut-être une des plus belles choses qu'on puisse faire dans la vie et Dieu sait si mon père en a sauvé. Donc puis j'admirais mon père. J'étais malheureux presque de pas faire médecine. J'étais malheureux. De pas faire comme votre père. Ouais. Il voulait que vous soyez médecin? Non, il voulait que je sois heureux. Ouais. C'est tout. Il m'a dit, un jour j'ai dit, papa, qu'est-ce que c'est réussir dans la vie? Il m'a dit, réussir dans la vie, c'est réussir sa vie. Alors, j'ai pas tout à fait gagné sur tous les tableaux, mais en tout cas, j'ai essayé de faire ça. Et quand j'ai décidé de pas faire médecine, il était angoissé parce que j'allais sur un terrain qui n'était pas du tout normal dans ma famille. Il se demandait si être saltimbanque, ça permettait de vivre, de gagner sa vie. Exactement. Hein? Parce que chez nous, un métier, c'est d'abord pour gagner sa vie. C'est pas pour s'amuser. Moi, j'ai eu une chance, mais monumentale. J'ai eu une chance. Tous les jours, je me dis, mais quelle chance j'ai eu. J'ai fait ce que j'aimais. Et dire globalement, ça a marché. Ça a marché. Hein. Et ça fait des jaloux, d'ailleurs. Hein. Toujours. Hein? Ouais, mais ça, c'est pas grave. Vous savez, ça, on a l'habitude. Mais moi, je tiens pas compte de ça. J'ai pas de rancune là-dessus. J'ai de la peine parfois quand je vois des artistes qui confondent le but et les conséquences. Parce qu'il y en a, le but, c'est de gagner beaucoup d'argent et d'être connu. Et la conséquence, c'est qu'ils utilisent leur talent pour arriver à ça. Et c'est très difficile à faire. Et vous? Moi, je fais l'inverse. C'est-à-dire? Moi, le but, c'est de faire le plus beau spectacle du monde. Et si vous gagnez de l'argent, tant mieux. Et la conséquence, c'est que parfois, quand ça marche, il se trouve que je suis récompensé. Mais quand ça marche pas et que je fais un bide, et ça m'est arrivé dans ma vie, et ça m'arrivera peut-être encore, c'est pas grave parce que quand je me couche la nuit, je me dis, bon, j'ai essayé. J'ai fait comme j'ai pu. Vous savez, parfois, vous voulez, et vous n'êtes pas dans vos pompes. C'est incroyable. Vous voulez dire quelque chose, et les mots, même si vous travaillez beaucoup, les mots que vous employez, les gens, ils comprennent pas. Et parfois, enfin, vous arrivez à trouver le lien entre vos émotions et votre cerveau, et là, tout devient facile. Parce que votre métier, c'est beaucoup de travail. Énormément beaucoup de travail, beaucoup de réflexion. Chez moi, là, je suis champion du monde. Ouais. Je suis le mec champion du monde. Je suis le mec le plus lent de la Terre. Ouais. Vous ne pouvez pas savoir. Moi. Mon 4e film, ça fait 6 ans que je travaille dessus. Et d'ailleurs, avant de venir aujourd'hui, j'ai eu une réunion là-dessus. Et sur quoi? Sur mon prochain film. Non, mais c'est quoi le prochain film? C'est un secret? Non, c'est Les riches et les pauvres. Les riches et les pauvres. C'est un truc sur, je dirais, au fond, remettre de la dignité là où il n'y a pas d'argent. Et rappeler que c'est pas parce qu'on n'est pas riche qu'on n'est pas digne. Avant, un ouvrier, d'ailleurs, il y a un truc qui s'appelle Les Ouvriers qui est passé sur Arte ou sur la 5, je sais plus, un documentaire que je conseille à tout le monde, où on voit comment ça a changé. Le gars qui était instituteur,
il avait une position sociale, il n'était pas riche. Hein. Non, mais une position sociale dominante. Dominante. Même le facteur. Et respectable. Ouais. Et respecté. Ouais, exactement. Et alors qu'aujourd'hui, la seule chose qui est respectable, c'est celui qui a gagné de l'argent. Moi, personnellement... Quelque part, ça vous dégoûte? Oui. Hein? Oui. Dans le spectacle, je dis, Maxo, il dit, je déteste l'argent. L'argent, ça rend dépressif. Et Guigui lui fait, tu peux pas savoir comme j'ai envie d'avoir une dépression. Ouais. Parce que c'est comment dire, c'est les deux côtés de la médaille. Ouais. Je peux pas être angélique en disant, l'argent c'est pas bien. Non, c'est pas vrai. C'est génial aussi d'avoir du pognon et de pouvoir aller au restaurant et de déconner et de faire plaisir aux gens qu'on aime. Mais ça dépend ce que l'argent fait de nous. Voilà. Dans la fin de Solal d'Albert Cohen, quand il est dans la cave du château et que Aude est avec lui et qu'elle voit ce peuple et qu'elle lui dit mais tu n'es pas comme eux. Tu n'es pas comme eux. Aujourd'hui, ça serait un type qui descend dans sa cave et il a caché tous les juifs tunisiens de Belleville, de la rue Richer, et qu'elle arrive là-dedans et qu'elle voit des types qui font « Ça va, toi? Comment ça va? Ça va? Tu as faim, ma fille ?» Et qu'elle lui dit « Mais tu n'es pas comme eux. » Et c'est pour ça que vous avez... Il lui dit « Mais tu sais rien sur moi, tu sais rien sur l'argent. L'argent, c'est l'armure pour protéger le fils du fils. » C'est un texte sublime. Et c'est pour ça que vous avez joué l'avare? Non, pas du tout. Pas du tout. Vous rigolez. Puis l'avare, ça n'a rien à voir avec l'argent. Oui, mais je vous pose la question pour parler de l'avare. Non, l'avare n'a rien à voir avec l'argent. L'avare, c'est une erreur de penser que le sujet, c'est l'argent. L'argent dans l'avare, c'est le symptôme. C'est pas la maladie. L'histoire de Harpagon, c'est l'histoire d'un petit monsieur qui s'est battu pour gagner sa vie parce que c'était la seule chose qui pouvait lui permettre de s'en sortir. Et il est veuf, il a perdu sa femme, il s'est pas occupé de ses enfants parce qu'il a vraisemblablement... Il s'est occupé de s'en sortir. Et il a des enfants un peu pourris parce qu'il s'en est pas occupé. Et cet homme, qui est malade, qui est veuf, il tombe amoureux. Et qui c'est son rival en amour? Son fils. L'avare, c'est l'histoire d'une rupture familiale. L'avare, ça parle de ça. On s'en fout de l'argent dans l'avare. C'est des conneries. Alors, est-ce que c'est vrai que Bedos, De Vos et même Coluche ont été importants pour vous, ont compté pour vous? Bien sûr. Coluche... Il vous avait dit quelque chose, il m'a dit arrête de dire que t'es juif, ça se voit. Ouais. Et il avait raison. Et il avait ajouté quoi, Coluche? Arrête de dire que t'es juif, ça se voit, et... Je sais plus. Qu'est-ce qu'il il faut jouer comme si t'étais... Oui, il faut jouer comme tu es toi. Voilà. Parce que de toute façon, on le voit. Ouais. De Vos, il m'a montré qu'on pouvait faire rire sans être vulgaire, sans parler de cul, en étant à la fois, on peut être populaire et sincère. Et Bedos, il m'a appris la jonglerie. Bedos, il m'a appris à jouer avec le public. Bedos, il m'a montré le chemin. Parce que Bedos, c'était, je vous rappelle, au cas où vous auriez oublié tous, c'est le premier mec qui a fait du stand-up en France. Vraiment le premier. Quand il a commencé à improviser, c'était fantastique, ce moment-là. Et vous vous êtes dit, il faut que je fasse comme lui? Je l'aimais tellement, je les aime tous les trois beaucoup. Il manque. Il vous manque. Les gens qu'on aime, ils nous manquent toujours, mais il y en a d'autres aujourd'hui. Fraissinet est formidable, Redouane et Bougueraba est formidable, Alex Lutz est formidable. Il y en a plein qui sont formidables. Et je veux dire, mais les gens que j'ai... Ouri me manque, Noiret me manque, mon père me manque, le père d'amis à moi me manque parce que chez moi c'était des groupes comme ça, je les associe les uns aux autres. Ginette me manque. Et la Tunisie vous manque, hein? La Tunisie me manquera toujours. Et alors, vous avez aussi un don, Michel Boujna, celui de raconter des histoires. Bien sûr, d'ailleurs avec Coluche, vous savez quoi? Il avait fait un bouquin avec Reiser, une bande dessinée avec Reiser où il raconte des histoires drôles illustrées par Reiser. Et ben la moitié, c'est des histoires que j'ai racontées. Mais il me demandait, hein. Il me dit, ça t'empêche pas que je l'apprenne. J'étais tellement fier. Vous en avez en tête des histoires drôles? Aujourd'hui, il y en a une que j'aime bien, qui est très très courte. Moi, j'en connais des très très longues. Surtout avec ce qui se passe en ce moment.
C'est l'histoire d'un juif qui rencontre un autre arabe. J'aime beaucoup cette histoire. Ouais. Mais non, c'est compliqué de raconter des histoires drôles aujourd'hui. C'est ça? Ouais, c'est pas le moment. Ouais, Il faut pas tout mélanger, peut-être. Ouais, on va attendre un peu. Voilà, il y a le temps du deuil et il y a le temps de la souffrance. Ouais. C'est important et c'est d'autant plus important qu'il y a beaucoup d'Israéliens aujourd'hui qui n'ont pas eu le temps de faire le temps du deuil, qui n'ont pas eu ce moment si important. Et vous savez, on meurt pas chez nous. On meurt pas, on s'absente, on va dans un endroit où on peut pas nous voir, mais on meurt pas. On ne meurt que quand on est oublié. Pour moi, c'est très important. Et j'oublie pas mon père. Et j'oublie pas ce qui vient de se passer. Qu'est-ce qu'il aurait dit votre père aujourd'hui? Ah, mon père, ça aurait été terrible pour lui. Parce que mon père, il était tunisien. Il était plus tunisien que français. Mon père, il est devenu français, il avait plus de 60 ans. Mon père, pendant les événements de Bizerte, il était évidemment du côté tunisien. Mon père, il aimait la Tunisie plus que lui. Mon père, il est devenu spécialiste des poumons parce que quand il était petit, son frère est mort de la tuberculose. Et qu'en Tunisie, à l'époque, la tuberculose était un fléau. Et il a dit, je vais devenir médecin pour arrêter la tuberculose. Il ne faut pas oublier que mon grand-père, il était quasi analphabète. Donc, devenir médecin dans une famille de 7 enfants et devenir spécialiste des poumons et agrégé de la fac de médecine de Paris, c'était pas n'importe quoi. Et toute sa bande, parce qu'il y en a beaucoup dans sa bande. Et toute sa génération. Hein, ben, bien sûr. Ouais. Donc, mon père, il a consacré, je dirais, jusqu'au moment où on est parti de Tunisie à regret, à être dans une douleur extrême, parce que c'était pas du tout prévu. Et puisqu'on parle de votre père, la transmission, c'est important pour vous? Évidemment. Hein? Vous savez ce que je fais? Non. Mon père, il avait un tic. Quand il rentrait le soir, vous savez, parce qu'en France, il n'avait pas trouvé de poste à l'hôpital, donc il faisait de la médecine généraliste. Et ça a été un médecin généraliste génial. Les gens l'adoraient, j'adorais. Et il avait donc des pièces de monnaie toujours sur lui. Et il mettait les pièces de monnaie dans un bol. Ou alors, il les cachait. Et nous, notre objectif avec mes 3 frères, c'était de trouver le pognon. C'est des pièces de 5 francs? Ouais, pièces de 5 francs, pièces de 1 centime. 1 centime. Et je fais pareil. Et chaque fois que je prends une pièce de monnaie et que je la mets dans la boîte où je mets les pièces de monnaie, je vois mon père en train de le faire. Alors, comme c'est dit chez nous, il n'est pas mort. Juste, je peux pas le voir. Eh oui. Ça, c'est emmerdant. Et quand ton père est parti? Voilà. Et évidemment, le jour où mon père est parti, je suis devenu le père. D'ailleurs, dans Les Magnifiques, le gamin, il y a un enfant qui dit, est-ce que c'est vrai qu'on devient un homme le jour où on est le père de son propre père? Et Maxo, il répond, c'est ça ta question? Tu me poses la moitié de la question, genre pas pendant 3 jours. Et alors, un spectacle, un film, ça appartient ensuite à quelque part à la mémoire collective Michel Boujna. Et vous appartenez, Michel Boujna, à la mémoire collective des Français. Est-ce que vous l'imaginiez au début de votre carrière et comment vous le vivez aujourd'hui? Évidemment qu'au début de ma carrière, je ne l'imaginais pas du tout. Et aujourd'hui, je ne l'imagine pas non plus parce que je n'entends pas ce que vous dites. Mais c'est le cas. C'est gentil si vous le pensez. Ah, vous avez vu qu'en arrivant à la radio, oui, tout le monde voulait prendre des photos avec vous. Oui. Y compris les fonctionnaires de police qui étaient très sympathiques. Hein, mais je ne vis pas là-dedans. Ouais. Non, je ne suis pas comme ça. Je ne vis pas là-dedans. Et puis, je ne pense pas à ce que j'ai fait. Je pense à ce que je vais faire. Parce que si je me retourne, tout d'un coup, je me rends compte que je suis vieux. Or, je ne suis pas vieux. Je fais pas mon âge. Ça pèse les années qui passent? Ça pèse dans mes genoux, dans mon dos, dans mes coudes. Dans vos? Pas dans mes coudes. Ah, vos coudes. Non. De ce côté-là, tout va bien. Je ne prends pas de médicaments. Je suis désolé. J'en ai pas besoin. Pas besoin encore. Le jour où j'en aurai besoin, j'en prendrai. Mais ça fonctionne très bien. Mais
vieillir, c'est regarder en arrière. Vieillir, c'est avoir envie tout d'un coup d'écrire sa mémoire. Ses mémoires. Non, moi, je suis dans mon prochain film, dans mon prochain spectacle, dans ma prochaine représentation, dans le prochain rôle que je vais jouer au théâtre, parce que grâce à l'Avare, on me fait des propositions formidables au théâtre, et je vais continuer à jouer au théâtre avec les autres. J'ai plein de projets, et j'ai pas du tout 70 ans. Non, ça se voit pas. Non. Ça se voit pas, vous avez 60 sans ans. déconner, ça se voit pas. Je sais que ça se voit pas. Hein, et je fais 69. Merci en tout cas, Michel Boujnah, de votre témoignage en ce jour douloureux. Oui. Hein, douloureux. Oui, douloureux. et ne nous trompons pas. Ouais. Encore une fois, je demande à tous les non-juifs qui se sont battus pour parler de l'Ukraine, pour parler de l'Iran, de faire la même chose pour tous ces enfants et toutes ces femmes et tous ces vieillards et tous ces jeunes qui se sont fait massacrer. Je veux aussi qu'ils me montrent leur solidarité et qui montrent comment ils sont horrifiés de ça, au même titre qu'ils ont été horrifiés parce qu'une femme avait montré une mèche de cheveux et qu'ils l'ont tuée. C'est les mêmes. Et on le pense tous avec vous, Michel Boujnah. Et merci. En pensant à ça, on souffre. On souffre beaucoup. Bon dimanche sur Radio J et à la semaine prochaine. Merci.